Mauritanie. Amnesty International s'inquiète de la situation des défenseurs des droits de l'homme. Des dangers peseraient contre ceux qui combattent la persistance de l'esclavage et des discriminations dans ce pays. Le Premier ministre malien a entamé jeudi une visite dans le nord et le centre du pays. Il doit se rendre notamment à Kidal, sous contrôle de l'ex-rébellion, une première depuis 2014. On en parlera dans ce journal. Au Nigeria, tous les pensionnats de l'État de Bordeaux, un des plus touchés par le conflit avec le groupe djihadiste Boko Haram, vont être fermés pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les autorités locales. C'était là les titres de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre malien a entamé jeudi une visite dans le nord et le centre du pays. Il doit se rendre notamment à Kidal, sous contrôle de l'ex-rébellion, une première depuis 2014. Les détails. Soumelou Boubei Maïga est arrivé en milieu de matinée avec sa délégation comprenant 8 ministres à Tessalit, dans le nord-est, près de la frontière algérienne. Il était ensuite attendu à Kidal, où une attaque jeudi matin contre le camp de la mission de l'ONU et de la force française Barkhane a fait 5 blessés légers parmi les militaires français, selon l'état-major des armées à Paris, ainsi que des dégâts matériels. Le Premier ministre doit également se rendre à Gao et Tombouctou, également dans le nord du Mali, ainsi que dans plusieurs localités du centre du pays. Je me rendrai à Kidal, où depuis quasiment 6 ans, il n'y a pas d'administration d'État, a expliqué mardi Maïga, en référence à la rébellion de 2012 dans le nord du Mali. La meilleure démarche est donc de se rendre sur place, sans arrogance, avec le sens de l'écoute, connaître les attentes urgentes des populations, a-t-il ajouté, sans préciser si la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, ex-rébellion à dominante Touareg, avait fixé des conditions à sa venue. En octobre 2016, la rentrée des classes à Kidal s'était tenue en présence du gouverneur désigné par le gouvernement Koina Ag Amadou lors d'une cérémonie avec la présence du drapeau malien. L'État malien n'avait pas repris pied à Kidal depuis des combats en mai 2014 pendant une visite du Premier ministre de l'époque, Moussa Mara, qui s'était soldée par une lourde défaite de l'armée face aux rebelles. Dans un rapport présenté à Dakar, Amnesty International s'inquiète de la situation des défenseurs des droits de l'homme en Mauritanie. Pour l'organisme, des dangers pèseraient contre ceux qui combattent la persistance de l'esclavage et les discriminations dans ce pays. Reportage. L'esclavage a officiellement été aboli en 1981 en Mauritanie, mais jusqu'à 43 000 personnes y étaient encore réduites en esclavage en 2016, soit environ 1% de la population totale, selon le rapport de 68 pages citant des estimations d'organisations anti-esclavage internationales. Malgré des progrès juridiques, notamment l'adoption en août 2015 d'une nouvelle loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité, réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison contre 5 à 10 ans auparavant, la situation n'a pas avancé dans les faits selon Amnesty. Les lois n'ont pas été mises en œuvre ni appliquées de manière adéquate, a déploré Alioune Tine, directeur de l'ONG pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, lors d'une conférence de presse de présentation du rapport, estimant qu'elle n'avait eu aucune incidence sur la vie des gens. Selon un chercheur à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, les autorités sont dans le déni et s'en prennent à ceux qui vont contre le discours officiel. Une autre ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, avait également constaté dans un rapport publié en février que les défenseurs des droits de l'homme faisaient face à des mesures répressives lorsqu'ils soulèvent les questions sociales les plus sensibles du pays, dont la discrimination ethnique et de caste et l'esclavage. Selon Amnesty, depuis la réélection du président Mohamed Ould Abdelaziz en juin 2014 et à 1 an de la prochaine présidentielle, les militants qui dénoncent la discrimination et l'esclavage s'exposent à tout un arsenal de mesures répressives. D'après les informations de l'ONG, plus de 168 défenseurs des droits humains ont été arrêtés arbitrairement et 17 d'entre eux au moins ont été torturés ou soumis à d'autres mauvais traitements ces 5 dernières années. Amnesty International reproche également au pouvoir d'avoir interdit ou dispersé de nombreuses manifestations pacifiques, souvent avec un usage excessif de la force.
En Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre ont empêché ce jeudi à Abidjan une manifestation de l'opposition et arrêté un de ses porte-parole. À l'appel de la plateforme, les manifestants entendaient protester entre autres contre la commission électorale indépendante. Reportage. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS avait appelé à une marche pour protester contre la commission électorale indépendante CEI, accusée par l'opposition d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir, et pour protester également contre la tenue d'élections sénatoriales samedi. EDS est une coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Vers 7 heures locales et GMT, la police a chargé quelques dizaines de manifestants qui se dirigeaient vers le point de départ de la manifestation, le monument des martyrs à Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan, les dispersant à l'aide de gaz lacrymogène. Pendant 3 heures, policiers et manifestants ont joué au chat et à la souris dans le quartier, avant que la direction de DS ne donne un mot d'ordre de retrait. Au moins une dizaine de personnes ont été arrêtées, dont un porte-parole de DS, Jean-Gervais Tchédé, interpellé alors qu'il donnait une interview à des journalistes. Le président de DS, Georges Armand Weyen, s'est déclaré scandalisé par cette atteinte grave à la liberté d'expression. Dans un pays démocratique, on a le droit de manifester, d'exprimer son mécontentement par une marche pacifique et démocratique, a-t-il déclaré par téléphone. La manifestation avait été interdite mercredi soir à 18h par les autorités, selon lui, faute d'accord sur son parcours. Ni la police ni le gouvernement ivoirien n'étaient joignables dans l'immédiat pour commenter. EDS avait rassemblé entre 1000 et 2000 personnes dimanche lors d'un meeting déjà perturbé par la police. L'opposition ivoirienne demande au pouvoir de négocier pour changer la composition de la commission électorale qui compte 8 membres du pouvoir contre 4 de l'opposition avant les prochains scrutins. Les élections sénatoriales doivent se tenir le 24 mars, puis des élections municipales et régionales dans le courant de l'année à une date indéterminée. Mais le scrutin qui focalise l'attention est surtout l'élection présidentielle de 2020. Le président camerounais Paul Biya Keïta lui a entamé ce jeudi une visite d'État de 3 jours en Chine, une visite qui devrait permettre le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. La Chine, faut-il le rappeler, est le premier investisseur étranger et le premier partenaire commercial du Cameroun. Des précisions à travers ces images. La visite d'État du chef de l'État camerounais en Chine devrait aboutir à une montée en gamme et à une plus grande densification de cette coopération bilatérale. Arrivé depuis dimanche dernier à Pékin, c'est ce jeudi que le président Paul Biya a débuté sa visite officielle, accompagné d'une importante délégation de ministres et d'hommes d'affaires. La Chine est à l'heure actuelle le premier partenaire commercial du Cameroun et le Cameroun est le deuxième grand bénéficiaire africain du financement chinois. En 2015, par exemple, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 2,6 milliards de dollars. La Chine finance de nombreux projets d'infrastructures au Cameroun, notamment la construction de ports, routes, hôpitaux, stades, barrages, logements sociaux et alimentation en eau potable. En construction depuis 5 ans, la toute première autoroute du pays devant relier la capitale politique Yaoundé à la capitale économique Douala a été confiée à une entreprise chinoise. Les 60 premiers kilomètres de cette autoroute est financée à 85% par Exim Bank of China, soit 316 milliards de francs CFA. Une société chinoise a également construit la première tranche du projet portuaire de Kribi, financé par un prêt chinois de 200 milliards de francs CFA. Tous les pensionnats dans l'état du Borno, dans le nord-est du Nigeria, un des états les plus touchés par le conflit avec le groupe djihadiste Boko Haram, vont être fermés pour des raisons de sécurité. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé ce jeudi les autorités locales. Plus de précisions à travers cet élément. Tous les établissements d'enseignement secondaire en pensionnat de l'État du Borno, à l'exception de ceux de Maïdougouri et de Biou, fermeront avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le gouvernement de l'État de Borno. Dans un communiqué, à la frontière avec le Cameroun et le lac Tchad, l'État du Borno est considéré comme l'épicentre des violences commises par des islamistes de Boko Haram, dont le nom signifie en langue Haoussa « l'éducation occidentale est un péché ». Cette mesure intervient alors que les djihadistes viennent de ramener une centaine de jeunes filles kidnappées en février dernier à Dapchi, une ville de l'État voisin de Yobe.
Les écoles qui enseignent un programme laïque ont été ciblées à plusieurs reprises pendant l'insurrection qui, depuis 2009, a fait au moins 20 000 morts. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, plus de 2296 enseignants ont été tués et environ 1400 écoles ont été détruites dans le nord-est du pays. Mohamed Boulama, le ministre local aux Affaires intérieures et à l'information, a expliqué que cette décision a été prise après une attaque menée par Boko Haram dans le camp de déplacés de Rann le 1er mars. 3 travailleurs humanitaires et 8 membres des forces de sécurité ont été tués au cours de cette attaque dans cette ville reculée près de la frontière avec le Cameroun. Les agences d'aide humanitaire ont évacué leur personnel permanent de la zone. Les écoles ont déjà été fermées à la suite d'attentats meurtriers à Bouniyadi, dans l'état voisin de Yobe, lorsque plus de 40 élèves d'un internat de garçons ont été tués dans une attaque contre Boko Haram. L'UNICEF a averti que la fermeture des écoles menaçait de créer une génération perdue d'enfants, menaçant leur avenir et celui du pays. Au Burkina Faso, l'audience du procès du putsch manqué de septembre 2015 a une fois été suspendue jusqu'au 26 mars prochain. Une suspension qui vise, entre autres, à permettre au tribunal de statuer sur une demande de récusation des magistrats. Entamé depuis le 27 février dernier, ce procès, qui connaît une série de suspensions, n'a toujours pas commencé à examiner le fond du dossier. L'audience est suspendue et reprendra le 26 mars prochain. À la reprise du procès, le juge entendait statuer sur les demandes d'exception et les préalables produits par la défense depuis l'ouverture du procès le 27 février dernier. Chose refusée par les avocats qui exigent que le tribunal se prononce d'abord sur leur demande de récusation. Non, il préside une juridiction selon le décret qui a été supprimé. Donc, on a un problème. C'est vrai, il est magistrat, il a été désigné, mais président d'une juridiction qui a été expressément supprimée par la loi. Voilà le débat, on n'a pas dit de ne pas juger. Mais est-ce que vous-même, face à une situation comme ça, les préalables s'imposent? On fait comment? C'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent donner l'impression qu'on ne veut pas être jugé. Non. Mais on fait comment pour que ça se passe très bien? Mercredi, à la reprise du procès, maître Christophe Birba, l'un des avocats de Gilbert Diendéré, avait introduit une demande de récusation du président du tribunal Seydou Ouedraogo au motif qu'il a déjà travaillé sur ce dossier en 2016. La partie civile, qui ne l'entend pas de cette oreille, refuse pour sa part que des personnes qui sont accusées de faits très graves pensent être en position de force pour prendre des juridictions en otage. C'est exactement un faux débat. Et nous avons dit qu'il s'agit d'une stratégie de défense qui est bien connue dans le milieu de la plaidoirie, décrédibiliser la juridiction, dire que la juridiction n'est pas légitime, et on constate que beaucoup de dictateurs ont utilisé cette procédure-là. On sait que ça s'est passé au niveau donc, du tribunal pénal pour la Yougoslavie. Les criminels ont toujours contesté la légitimité des juridictions pour les juger. C'est exactement à la même chose que nous assistons ici au Burkina Faso. Au total, 84 accusés sont jugés dans cette affaire, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. Bon week-end à chacun et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.